DFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une émission ce soir avec Nicolas André pour son livre Un bonheur mérité ou 39 attitudes toxiques à reconsidérer, un livre éclairant pour désamorcer le comportement qui pollue nos vies. Bonjour Nicolas André. Bonjour Joël Vérin. Alors vous avez été entrepreneur, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, vous avez gagné beaucoup d'argent, puis à 40 ans, vous vous êtes posé d'autres questions. C'est souvent ce qui se passe dans des gens qui pensent réussir leur vie uniquement du côté financier et qui se rendent compte que ça ne leur apporte pas le bonheur. Alors là, vous voulez un bonheur mérité maintenant. Ce livre dit l'hypothèse que la chance n'existe pas. Cette phrase m'a interpellée. Je considère qu'il y a globalement deux attitudes dans la vie qu'on peut avoir face aux expériences qu'on rencontre. Soit se comporter comme, on va dire, soit prendre une posture de victime, soit essayer de prendre la responsabilité de sa vie. Moi, j'ai une vision de ma vie qui a été de considérer que chacune des expériences que je vivais était quelque chose que j'avais généré par des attitudes, par des comportements, pour l'essentiel, dans l'essentiel. Et donc, à partir de là, j'ai décidé d'essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour essayer d'accéder à ce bonheur qu'on m'avait promis, que la société et mes parents m'avaient promis, et d'essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour faire la part des choses entre ce qui était positif pour moi, ce qui était bon pour moi, ou ce qui apportait du bien-être pour moi, et ce qui ne l'était pas. Alors, cette vision, effectivement, de la chance n'existe pas. Oui, je crois fondamentalement qu'on est dans un univers qui est régi, qui est, pour moi, si le mot de perfection peut s'appliquer à quelque chose, c'est bien à l'univers dans lequel on vit et dans un équilibre parfait. Et alors, j'ai une formation de scientifique aussi, donc je considère qu'effectivement, il y a des règles, il y a des lois qui régissent l'univers, qu'on ne comprend pas, nous, aujourd'hui, au stade où nous en sommes de notre évolution. Mais par contre, il est assez flagrant que ce qui était considéré comme du hasard il y a quelques décennies ou quelques siècles a été depuis mis en équation, expliqué. Donc effectivement, je crois que l'univers est régi par des règles qui sont peut-être même mathématiques, je ne sais pas. On ne les connaît pas toutes, heureusement, parce qu'on n'a pas la conscience nécessaire pour en faire le meilleur usage. Donc on est on est en chemin, on va dire qu'on est en chemin. Mais ce qui est important, c'est l'attitude qu'on a face à ça. C'est-à-dire, est-ce que je considère que je suis une victime sous le poids d'expérience dont je n'ai aucune responsabilité, ou chercher à essayer de trouver la responsabilité qu'il y a dans ce que je vis. Sur la ligne de départ, vous dites que l'humanité s'est faite une promesse, demain sera un jour meilleur. C'est vrai que on se dit toujours que le lendemain, que demain ce sera meilleur. Il y a toujours quelque chose qui cloche dans nos vies. Donc on se dit toujours que demain ce sera meilleur et on pense qu'on est en train d'améliorer l'humanité. Je pense que c'est vraiment la quête de l'humain, effectivement, c'est que demain soit un jour meilleur qu'hier. Le problème, c'est que, pour moi, à l'échelle de ma vie, parce qu'en fait, ce livre n'est qu'un témoignage, à l'échelle de ma vie, le problème, c'est les données de départ avec lesquelles on se met en route. Je pense qu'on est essentiellement soumis à des injonctions qui sont parentales et sociétales, qu'on va suivre pendant des années, voire des décennies. Enfin, moi, en l'occurrence, il y en a eu 4 de décennies. C'est arrivé à 40 ans, la bascule, avant de se poser véritablement la question de savoir si elle nous amenait réellement à nous sentir mieux, en harmonie avec ce monde, en équilibre, en paix. Et tant qu'on ne se pose pas ces questions, tant qu'on reste soumis aux injonctions, effectivement, auxquelles on a été soumis, effectivement, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'accéder à la réalité du bonheur qui peut-être différent d'ailleurs pour chaque être humain, du bonheur qui nous correspond. Vous dites que le premier réflexe, c'est aussi de nier l'obstacle ou de vouloir voir les choses, puisque c'est quand même un super obstacle. Donc il y a beaucoup de gens qui se contentent de nier. Oui, parce que effectivement, je pense que même si l'être humain, je pense que l'être humain se dirige toujours prioritairement vers ce qu'il pense être son meilleur intérêt. Tant qu'on est sous l'influence des injonctions, dont je reviens sur la notion d'injonction parentale et sociétale, on considère que sa zone de confort et sa zone d'intérêt se situent là. Et donc, on va s'arc-bouter sur ces valeurs, qui ne sont pas forcément les nôtres. On va s'y arc-bouter et ça va, dans un premier temps, jusqu'à un processus de déni, c'est-à-dire qu'en fait, la vie, les expériences nous font la démonstration que quelque chose ne va pas, que ça ne fonctionne pas, qu'on n'est pas heureux, mais ou qu'on a des comportements
qui en sont responsables, mais on va le nier. Alors, on va le nier pour plein de raisons. On va le nier parce que, bon, déjà, quelquefois, il y a aussi la difficulté et même la honte d'avoir des comportements, de se voir manifester des comportements dont on n'est pas toujours très fier, donc vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de nos intimes. On a tendance à… Le premier réflexe, c'est non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas comme ça, je ne me comporte pas en victime, ce n'est pas vrai. Pour être un des thèmes du livre, ce n'est pas vrai, je ne mate pas le cul des filles. Et donc, ça, c'est vraiment le premier réflexe, avant d'arriver à passer à l'acceptation, effectivement. Mais c'est souvent quelque chose de très difficile à faire parce qu'il faut qu'effectivement les expériences soient de plus en plus dures, qu'on se heurte à des choses qui nous obligent à accepter. Et effectivement, passer le premier palier qui est le déni. Donc, le deuxième palier, après ce que j'explique dans le livre, les différents paliers. Le palier suivant, le deuxième palier, en général, une fois qu'on a accepté qu'on a un comportement qui génère du mal-être pour nous et nos proches, le deuxième palier, c'est de dire je vais contrôler ça avec ma volonté, c'est-à-dire je vais décider que je ne vais plus avoir ce comportement. Et là, on rentre dans quelque chose, dans une démarche qui est totalement utopique, puisque là, je parle de mon expérience. Je considère que ce qui dirige nos vies, ce n'est pas c'est partiellement notre part consciente, mais c'est surtout notre part inconsciente. Si on ne va pas comprendre qu'est-ce qui génère le comportement, et qui est souvent enfoui dans une histoire passée, dans des histoires souvent traumatiques, qui sont par mesure de sécurité mis dans l'inconscient pour ne pas être en contact avec cette souffrance. Tant qu'on ne va pas au contact de ça, c'est ça qui mène notre vie. C'est-à-dire qu'on fonctionne véritablement comme à chaque fois qu'une circonstance de la vie, qu'une personne va appuyer sur le bouton, il y a le diable qui sort de la boîte et c'est absolument incontrôlable. Donc, dans les manœuvres d'évitement, la première, c'est le déni. Le deuxième, c'est effectivement dire je vais arriver à tout contrôler avec ma volonté. Et ça, c'est une utopie totale. Je parle à mon échelle, je l'ai expérimenté parce que c'est plus fort que nous quelque part. C'est là qu'on dit effectivement c'est plus fort que moi. Oui, parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas compris ce qui est caché dans notre inconscient qui nous fait agir comme ça, ben, effectivement, on ne peut pas s'en débarrasser. Mais par contre, je pense qu'il est véritablement faux, c'est ce que ce livre essaie de démontrer, de dire que c'est plus fort que nous, puisqu'on a la capacité, si on en a le courage, parce qu'effectivement, ça demande du courage d'aller se confronter aux traumatismes sur lesquels on s'est construit. Si on a le courage d'aller comprendre les mécanismes qui nous gouvernent, effectivement, on va se donner d'autant plus de chances d'accéder à ce bonheur mérité. Voilà. Et la troisième étape, c'est en fait le sujet du livre. Comment est-ce qu'on arrive à la désamorcer? Alors, ce que j'entends aussi, là, vous avez parlé de la honte, et c'est vrai que quand j'ai vu votre livre, il y a ces 39 attitudes ou comportements toxiques qui sont à reconsidérer, bah, vous vous ménagez pas, hein. Je veux dire, je me suis demandé à un moment si vous alliez mettre quelque chose de positif sur vous, mais c'est des choses dans lesquelles on se reconnaît aussi, hein. Alors, on va quand même parler de vous. Dans votre vie, jusqu'à 2 ans, vous avez vécu en Algérie, donc avec vos parents, dans une famille aimante. Vous étiez seul enfant. Il y avait quand même de l'argent, c'est-à-dire c'était une famille protégée. Et puis il y a eu cette guerre d'Algérie, je pense, et puis donc le rapatriement. Votre monde s'est écroulé cette première fois puisqu'il y a eu un déracinement. Et la deuxième fois, ça s'est écroulé quand votre maman a eu un deuxième enfant et que là, vous vous êtes senti abandonné. Là, vous aviez 2 ans. Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et au fil de l'histoire, on se rend compte un peu tout ce qui s'est passé dans votre vie et ces schémas répétitifs. Et c'est ce qui nous parle à tous, parce que dans votre livre, on se reconnaît, même si on n'a pas tous vécu ces déracinements. Donc, à 2 ans, il y a cette séparation du cordon de votre maman. Et vous m'avez dit, avant qu'on fasse cette émission, que c'était un livre sur les femmes, sur le comportement, le rapport entre les hommes et les femmes, tout du moins entre l'homme que vous êtes et les femmes que vous avez connues. Oui, tout à fait. Je pense que Parce que tout est lié à la mère. oui, enfin, je pense qu'on vit encore dans un monde qui est très bipolarisé entre le masculin et le féminin. Et pour l'instant, comme on est encore dans un monde où on enferme les êtres vivants dans des genres, on va dire un monde très clivé entre les hommes et les femmes. Une des choses qui m'a fait beaucoup réagir dans ma vie depuis une vingtaine d'années, effectivement, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le masculin infligeait
infliger et inflige encore autant de violence aux féminins, aux femmes, et d'essayer de comprendre, effectivement, d'appréhender, comprendre, c'est peut-être prétentieux, je ne sais pas, mais d'appréhender quels étaient les mécanismes qui généraient autant de violence auprès des femmes. Et donc, ça va être difficile à résumer en quelques mots. Effectivement, je pense que, alors je ne sais pas si je vais répondre exactement à votre question, mais je pense que le fait, quoi qu'il en soit, on a une grande difficulté, nous les hommes, à trouver une place dans le monde parce que contrairement aux femmes, vous avez la chance d'avoir une colonne vertébrale qui est le fait de donner la vie à l'entièreté de notre humanité. C'est quelque chose qui donne un pouvoir, qu'il soit conscient ou inconscient, qui est réel et par rapport auquel le masculin a beaucoup de difficultés à se positionner parce qu'effectivement, on va dire que la relation à l'universel, vous la vivez par période de 9 mois reconductible, alors que nous, notre connexion à l'universel, elle dure le temps de mettre la petite graine, pour parler simplement. Et il y a effectivement, je pense, une grande difficulté du masculin à trouver réellement sa place. Et devant cette difficulté, malheureusement, le réflexe de base, c'est d'enfermer le féminin dans un camp ennemi dans certaines sociétés et d'essayer de prendre le pouvoir sur lui par tous les moyens, y compris les moyens extrêmement violents dans certaines sociétés. Oui, puis cette place, on est en train de la perdre. La place de la femme, on est en train de la perdre, puisqu'on va avoir des utérus artificiels et qu'il est même question que les hommes puissent avoir des enfants. Donc cette place, elle va être remise en question incessamment sous peu. Oui, alors incessamment sous peu à l'échelle de l'humanité, je pense qu'effectivement, les gens qui trouvent que ça n'évolue pas assez vite, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'à la simple échelle d'une vie humaine, on se rend compte que ce qu'on a vécu il y a 50 ans et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est proprement ahurissant l'évolution qui a pu se produire. Mais pour en revenir à ce que vous venez de dire, je pense qu'effectivement, l'évolution de l'être humain, elle va vers une définition beaucoup moins genrée de l'individu. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup dans mon livre d'énergie féminine et d'énergie masculine. On n'est pas, aujourd'hui, on vient de sociétés qui, parce qu'il y avait un intérêt à le faire à cette époque-là, qui avait intérêt à enfermer les gens dans des genres, tu es un homme ou tu es une femme. Mais aujourd'hui, quand on voit bien l'évolution, c'est qu'effectivement, les frontières sont en train de devenir de plus en plus floues. Les méthodes de procréation sont en train d'évoluer et demain, il est évidemment, enfin, moi, ça me paraît assez évident que demain, mettre au monde un être humain ne passera pas forcément par l'accouplement d'un être enfermé dans un genre homme et d'une femme enfermée dans un genre femme. Même la technique, la technologie, la médecine nous montre que c'est le chemin que nous sommes en train de prendre aujourd'hui. Une conception beaucoup moins genrée de l'individu. Mais par contre, je pense quand même malgré tout qu'à l'échelle de l'univers, on aura toujours, pour très longtemps, besoin de cette notion d'énergie féminine et d'énergie masculine. Oui, parce que devenir une mère porteuse, je ne vois pas l'évolution de la femme dans cette société si on est juste des pondeuses. Et enfin, moi, cette théorie du genre, je trouve ça complètement ridicule puisque ça fait un troisième genre. Je vois pas si c'est vraiment une évolution ou si la société y trouvera quelque chose d'intéressant. Il y a aussi le problème de l'homosexualité que vous évoquez dans votre livre. Vous en avez peur de cette homosexualité. C'est quelque chose qui vous fait peur. J'en ai eu peur, comme je pense, sans s'en rendre compte, l'essentiel des hommes qui sont encore enfermés dans des modèles patriarcaux. On nous a quand même programmé, enfin, là aussi je parle des hommes de ma génération, je vois déjà la différence avec nos enfants. Les garçons ne se comportent plus comme moi je me comportais à leur âge. On a quand même vraiment été fondus dans des moules où notre identité dépendait fondamentalement de l'appartenance à un genre qui était le genre masculin et donc avec des injonctions assez j'ai presque envie de dire violente, sur le fait de mettre de côté tout ce qu'il pouvait y avoir de féminin en nous. Donc, dans la mesure où le sentiment d'exister devient dépendant de ce rattachement à cette identité d'homme, tout ce qui met ça en péril déclenche des réactions extrêmement violentes de peur. Parce que je pense que la plus grande peur de l'être humain,
en fait, c'est la mort. Donc, quand on est un homme qui doit être un homme et qui ne doit pas porter de féminin, dès qu'on voit une manifestation qui va à l'encontre de ça, c'est comme si on était face à un risque de mort. Et ce qui, pour moi, explique les réactions aussi violentes que les hommes peuvent avoir vis-à-vis des homosexuels. Et je dis bien que les hommes peuvent avoir parce qu'il me semble que les femmes ont nettement moins de problèmes par rapport à l'homosexualité, parce qu'effectivement, je pense qu'elles se sentent beaucoup moins mises en péril par le côtoiement d'homosexuels femmes, alors que pour un homme, c'est très, très difficile. Et donc, effectivement, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours posé question de me sentir aussi mal devant des comportements, des attitudes homosexuelles masculines. Ça m'a toujours interrogé. Et donc, c'est pour ça que je suis allé creuser, j'ai écrit un chapitre là-dessus, pour essayer d'expliquer ce lien, je pense, avec cette peur vraiment fondamentale, viscérale, que l'homme formaté dans ce moule patriarcal porte en lui, parce qu'effectivement, un homosexuel, je caricature à peine, met sa vie, son existence en danger, en péril. Alors, on va aller sur les conséquences, hein. Sur les conséquences, on ne va pas toutes les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Donc, la première conséquence que vous mettez, c'est je me malmène sans limite. Pourquoi vous avez mis celle-ci en premier? Je me malmène sans limite. Pourquoi c'est la première? Alors, dans ce livre, j'ai fait quelque chose qui normalement ne se fait jamais, c'est-à-dire que normalement, une table des matières, c'est ou en début ou en fin. Et là, j'ai mis un avant-propos avant la table des matières pour bien expliquer qu'effectivement, il était difficile. Alors, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre dans cette liste d'attitudes toxiques, ni d'ordre en termes d'importance ou en termes de chronologie. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans cet avant-propos dans le livre, parce qu'en fait, c'est un tout. Comment vous dire, chaque chapitre aborde un thème, parce que j'ai voulu cette présentation sous forme de lexique ou sous forme de dictionnaire pour faciliter l'accès à chaque thème, et aussi parce que pour tout vous dire, j'ai quand même espoir que beaucoup d'hommes lisent ce livre et je sais que ce n'est pas forcément leur tasse de thé d'aborder ce genre de sujet. Et j'ai voulu une approche assez synthétique, assez thème par thème, où on puisse aussi ouvrir le livre, tomber sur un sujet ou dire je vais aller voir telle chose qui me concerne. Ok. Mais pour moi, tout a un lien. Il n'y a pas un qui est avant l'autre ou après l'autre ou qui a plus d'importance. Et quand on lit tout le livre, on se rend compte qu'effectivement tout est lié. Alors, la deuxième, vous en avez déjà parlé, je mate les filles, mais on reviendra dessus un peu plus tard. La troisième, enfin, je demande tout le temps pardon. Vous ouvrez un chapitre, mais après, vous voyez comment vous vous êtes rendu compte que vous demandiez tout le temps pardon. Et là, c'était lié à la relation à la mère, à cette mère qui vous a fait souffrir. Oui, entre autres. Alors, le fait de demander tout le temps pardon, je pense que c'est une attitude assez, pour moi, c'est une attitude assez équivoque qui était liée à une stratégie de victime. Là, on rentre dans des considérations, je veux dire, psychologiques un petit peu complexes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, par intérêt, parce que je me répète, mais je considère que l'être humain avance toujours vers ce qu'il pense être son meilleur intérêt, on va considérer que le fait de se comporter comme une victime va nous attirer, on va dire, un mieux-être, attirer du mieux. Effectivement, j'ai très rapidement fait le parallèle entre le fait de demander pardon, et comme je le dis dans le chapitre, ben, essentiellement à la personne qui m'était la plus proche, donc mon épouse. Le fait de lui demander pardon de façon aussi récurrente avait évidemment un lien avec quelque chose que j'avais mis en place au moment de mon illusion d'abandon par ma mère, puisqu'en fait, c'était même pas un abandon réel, c'est les circonstances de la vie, du drame de l'exil, de notre arrivée en France qui a fait qu'elle avait d'autres priorités à ce moment-là. Et le petit frère qui arrive. Oui, oui, tout à fait. Là, on est passé en mode survie. Enfin, toute la famille est passée en mode survie à notre arrivée en France, quoi. Et donc, cette façon de se positionner en victime, c'est un réflexe assez basique qui consiste à se positionner par défaut en victime, comme personne à plaindre, pour essayer de ramener à soi la personne dont on veut, avec qui on commande de l'amour quelque part. Alors, je le fais de façon, je le décris de façon très succincte dans le livre, c'est un petit peu plus développé, mais c'est un des moteurs, je pense, qui me poussait à me comporter ainsi. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir avec Nicolas André, un bonheur mérité. On va continuer dans les comportements toxiques qu'on peut tous avoir, parce que ça nous parle à tous. Je parle mal de moi. Souvent, on a tendance à s'auto-flageller devant les autres. Tout à fait. Alors,
je reviens sur un aspect assez fondamental de la démarche globale qui est de s'observer, d'observer avec le plus de discernement possible ses comportements et puis d'être à l'écoute de ce que l'autre nous retourne, ce que j'appelle l'effet miroir dans la relation par exemple, ou nos amis, etc. Parce qu'effectivement, ce genre de comportement, on est totalement aveugle, on ne se rend pas forcément compte, même on ne se rend même pas compte de la toxicité de mal parler de soi, de s'insulter en public, mais quelconque, quel imbécile, etc. Ou quel quiche. Il y a X variantes sur le sujet. Pour ce qui me concerne, moi je l'ai rattaché à une espèce de soupape de sécurité, comme une cocotte minute, où à un moment donné, il faut lâcher un peu de pression par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à contrôler, mais qui bouillonne très fort au fond de nous. Et donc, en fait, ces maltraitances verbales ont un gros avantage, c'est que n'ont pas beaucoup de conséquences, mais elles permettent de lâcher un peu de pression, quoi. Et pour moi, la pression, elle était créée par le sentiment d'impuissance que j'avais, que je vivais profondément de ma vie, parce que ma conception de la puissance était construite sur, toujours pareil, sur ces injonctions parentales et sociétales qui, pour moi, ne correspondent pas à la réalité de ce qu'est la puissance d'un être humain. Donc, la vie me montrait régulièrement que ça ne fonctionnait pas, partir au combat, l'épée à la main, faire tomber les murs les uns après les autres, construire des groupes informatiques, gagner beaucoup d'argent, avoir du pouvoir, mais tel qu'on me l'avait promis, décrit, enfin, tel qu'on m'avait dit qu'il pouvait m'apporter du bonheur. Ça ne fonctionnait pas, et cette impuissance, effectivement, a généré cette colère qui bouillonnait en moi. Et les maltraitances verbales, pour moi, c'est quelque chose qui est juste une soupape de sécurité. Il est important de se rendre compte qu'on se comporte comme ça parce que, quelque part, c'est un délestage de quelque chose qui est au fond de nous. Et on peut avoir un grand intérêt à comprendre pourquoi on agit comme ça, parce que la conséquence est quand même lourde. On se maltraite en public, on envoie un message très clair à la vie qui dit « je ne mérite pas mieux que ça ». Donc, ça a des conséquences quand même très lourdes dans la vie d'un être humain. On se dévalorise. Tout à fait. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des comportements. Les gens sont étonnés qu'on arrive à dire des choses comme ça de soi-même. Je compense avec la nourriture. Ça parle à beaucoup de gens. Ça. On va dire que c'est tous les phénomènes compensatoires dans lesquels l'être humain cherche à fuir le mal-être auquel il est confronté. Dans la mesure, et plus on se sent enfermé dans ce mal-être, et moins on voit de solutions pour en sortir, ou on va dire de portes de sortie, ou moins on trouve le courage d'aller les chercher, enfin, bon, etc., etc. Et plus on va essayer de compenser le vide phénoménal que crée en nous le manque, puisqu'en fait c'est un phénomène de remplissage. Pour d'autres addictions comme les drogues ou l'alcool, c'est un phénomène d'oubli. La nourriture, c'est plus un phénomène de remplissage, donc c'est vraiment lié à la notion de vide ressenti en soi, la plupart du temps inconsciemment. Et donc l'intérêt est effectivement d'essayer de comprendre d'où vient ce vide, qu'est-ce qui nous manque au fond de nous aussi profondément, pour apporter les bonnes réponses, pour apporter les bonnes réponses et le remplir avec des choses qui nous correspondent et pas des choses qu'on nous a imposées. Aussi, essayer de comprendre quels sont les manques initiaux, parce que de toute façon, il y a très souvent un traumatisme initial. Bon, moi, pour ma part, c'était le sentiment d'abandon de ma mère qui m'a, en plus, on va dire, coupé le robinet à 2 ans et 3 mois, puisqu'elle a eu la bonne idée de m'allaiter jusqu'à 2 ans et 3 mois, 15 jours avant la naissance de mon petit frère. Et évidemment, la coupure de l'alimentation a été un peu brutale. Et donc, bon, non seulement je n'ai pas eu le temps de dissocier la notion d'amour et de nourriture, puisque j'ai été allaité à 2 ans et 3 mois, mais il est évident que dès que je ressens ce sentiment de vide, le premier réflexe, aujourd'hui encore, c'est encore de me remplir. Alors, je me sens coupable, pas à la hauteur de ce que maman attendait. Le fait qu'elle ait un autre enfant et qu'elle s'occupe d'un autre, quelque part, je n'étais pas à la hauteur. Ça m'a parlé aussi à beaucoup. Je ne sais pas aimer, je continue vos attitudes toxiques. Je ne Oui, sais oui. pas aimer, je ne sais ni donner, ni partager sans espoir de retour. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que une chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai rencontré mon épouse au moment de ce basculement de vie, c'est qu'à un moment donné, avant que la relation prenne naissance, je lui ai dit, je ne l'ai dit à aucune autre personne avant, je ne sais pas aimer. C'est-à-dire que dans cette vie d'inconscience dans laquelle j'étais depuis 40 ans, il y avait une chose que je savais malgré tout, c'est que je ne savais pas aimer. C'est-à-dire qu'en fait,
J'étais tellement en désespérance de l'abandon maternel, entre autres choses, que ma seule relation à l'amour était enfermée dans... je ne mettais un focus que sur le fait d'être aimé et pas sur le fait d'aimer. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc pour moi, la survie dépendait d'être aimé, du fait d'être aimé. Or, je me suis vite rendu compte, enfin vite, oui, si, vite rendu compte quand même, que ce qu'il y a de plus nourrissant dans la vie d'un être humain, c'est pas d'être aimé, c'est d'aimer en fait. Et ça a pris quand même quelques années, malgré tout, pour arriver à faire la bascule, à vivre pleinement ce sentiment d'amour. Et je crois que c'est vraiment la chose la plus exaltante, et d'ailleurs c'est ce dont je parle à la fin du livre, dans le chapitre Un bonheur mérité. Pour moi, l'évidence, c'est que le meilleur de la vie, c'est effectivement d'arriver à aimer, parce que c'est la chose vraiment la plus exaltante qui soit. Et c'est certainement pas d'être aimé. Ça peut nourrir ponctuellement, mais c'est très, très éphémère. Pour moi, c'est quelque chose de très, très éphémère, alors que le sentiment d'amour est quelque chose pour quelqu'un d'autre, hein, par exemple. Oui, pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est quelque chose qui n'a rien d'éphémère et qui est d'un enrichissement extraordinaire. Alors, il y a ce chapitre sur Je manipule avec humour. Ça, les manipulateurs, ça m'a parlé aussi, ça. Le fait de l'humour, c'est une question, Alors, une forme de manipulation. ouais. Pour être honnête, c'est la seule attitude toxique où j'ai un petit peu triché, mais je voulais tellement en parler que je me le suis attribué. Bon, je n'ai jamais fonctionné comme ça, en fait, si vous voulez. Mais, ou si je l'ai été, c'était vraiment de façon, parce que je pense qu'on n'est jamais tout quelque chose ou pas du tout quelque chose. Donc, bon, c'était quelque chose de relativement léger. Mais c'est un comportement que j'ai tellement vu dans des relations sociales et dont j'ai mesuré les dégâts, la perversité et les dégâts phénoménaux que ça peut provoquer, surtout dans le cadre d'une relation intime, où alors là c'est encore pire, que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet, du fait d'utiliser l'image qui est toujours acceptée par la société de l'amuseur, à qui on ne prête jamais de mauvaises intentions, puisqu'il fait rire les gens. Et donc, de le laisser utiliser le groupe pour envoyer le coup porté à sa place. Donc la victime est totalement désarmée puisqu'elle ne peut rien faire, sinon elle est taxée de personne qui ne sait pas, qui ne comprend pas l'humour. Par contre, elle comprend très bien d'où vient l'agression et qui est l'agresseur, mais l'agresseur, lui, est en retrait et il envoie le groupe porter le coup à sa place. Donc c'est d'une perversité qui est juste phénoménale. Ce qui m'a intéressé surtout, c'est la fin de ce chapitre, parce que on croit qu'on ne peut pas véritablement agir face à un pervers qui utilise ce genre de manipulation, alors qu'en fait, il faut bien comprendre que s'il se comporte comme ça, c'est certainement pas la preuve d'un grand courage. Donc, quand on cherche à avancer masqué et à envoyer d'autres à sa place porter des coups, c'est exactement le contraire. Il y a une forme de lâcheté là-dedans. Et c'est relativement facile à désamorcer. Il suffit juste d'observer et de dévoiler la manipulation. Et en général, elle cesse d'elle-même, parce que j'aime pas trop enfermer dans le mot pervers, mais bon, on va dire que si c'est une démarche perverse quand même, malgré tout. Le fait d'être dévoilé le stoppe en général immédiatement. Enfin, et donc on peut, même si le rôle du sauveur, de la victime, du bourreau, enfin là aussi il y a un chapitre là-dessus, on n'a pas joué les sauveurs, mais malgré tout, on peut interagir quand on voit quelqu'un qui est sous les coups d'un groupe entier et qui peut pas tellement, qui peut rien faire en fait, qui peut strictement rien faire, sauf attendre que ça s'arrête. On ne remet pas l'humour en question par lui-même. On peut avoir de l'humour sans être forcément perverse. Tout à fait. Ce que je dis dans le chapitre, c'est que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question à chaque fois que je fais intervenir un tiers ou que j'utilise un tiers dans ma démonstration d'humour, là, il y a question à se poser. Bon, on a eu dans l'actualité récemment avec Will Smith qui est monté sur scène pour mettre une claque à un humoriste qui on peut considérer qu'il agressait son épouse sans porter de jugement sur l'attitude de Will Smith, puisque moi, en fait, effectivement, dans ce que je viens de dire juste à l'instant, je pense que la violence n'est pas forcément une solution, mais par contre, le fait de révéler, de mettre à nu la manœuvre, par contre, peut effectivement stopper l'agresseur. Ok. Spécialiste du oui, mais ne pas accepter que la vie nous fasse des cadeaux. On est un peu comme au début de l'émission, hypothèse que la chance n'existe pas. Donc, le oui, mais
Ça, le oui, mais, il est aussi désarmant. Quand on est sur quelqu'un qui vous dit oui, mais, moi, ça me désarme tout le temps, comme si finalement il n'y avait pas de possibilité de. Et c'est souvent doublé par une deuxième phrase, je me fais l'avocat du diable. Oui, mais je me fais l'avocat du diable pour justifier ce que la personne va introduire derrière dans la conversation. Moi, je pense qu'effectivement, à la base, il y a une impossibilité pour la personne qui a ce type de comportement d'accepter que la vie puisse faire des cadeaux. Et donc, c'est une personne qui va chercher à entraîner la personne qui émet un avis trop positif, ou surtout si ça parle de lui en plus, alors là, c'est encore pire, sur la vie d'une façon générale. Il va essayer de moduler l'enthousiasme des gens sur la vie, parce que lui, sa vision de la vie, effectivement, elle est assez sombre, puisqu'il considère qu'il n'est qu'une victime et qu'il n'a pas grand-chose à recevoir de la vie. Donc c'est intéressant d'observer ce genre de comportement aussi, mais d'essayer de comprendre le pourquoi du comportement. Et c'est souvent lié à un sentiment d'impuissance face à la vie, mais plutôt que de se mettre debout, de se relever, de prendre la responsabilité de ce qu'on est en train de vivre, on préfère se positionner en victime et effectivement essayer de démonter, entre guillemets, le bonheur ou la joie de vivre des autres ou la vision positive des autres. Oui, ça, c'est toujours quelque chose qui dérange. D'où l'intérêt de ne pas parler de ses projets avant de les avoir réalisés, parce qu'on peut tomber sur des oui, mais qui remettent Absolument, en question. absolument. Alors, vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, hein. Oui, Donc la sexualité sur vous, c'est quelque chose qui est très présent. Et vous dites que vous n'êtes pas fier d'être un homme. Dans un chapitre bien plus loin, parce que vous avez des références des mâles qui vous ont un peu perturbé. On a la même chose chez les femmes, hein, vous inquiétez pas. On a aussi des femmes qui nous perturbent. Il y a une de vos tantes qui vous dit: je ne comprends pas ce que tu fais dans cette famille. oui, ça fait partie des petits signaux que vous envoie la vie et qui vous mettent la puce à l'oreille, même quand vous êtes très très loin d'avoir pris un chemin de conscience. Puisque bon, moi, cette réflexion, elle m'a dû m'être faite à 15 ans, quand j'avais 15 ans, quoi. Donc, bon, on va dire que moi, j'ai commencé à me poser des questions à 40. Voilà. Mais ça m'avait quand même beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'en fait, cette tante, cette tata, me passait le message que, vu de l'extérieur, je paraissais extrêmement décalé en termes de comportement, en termes de valeurs, en termes de... Je ne sais pas, puisque ça lui appartenait, par rapport à ma famille, en tout cas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, cette difficulté à me sentir faire partie de cette famille. C'est grâce à elle que je suis qui je suis, bien sûr, puisque j'ai vécu des expériences qui n'étaient pas toutes traumatisantes. J'en ai vécu avec elle beaucoup, beaucoup de traumatisantes, mais on va dire que peut-être que ce qui me différencie de ma famille, c'est oui, quelque chose d'autre que mon père me disait souvent. Mon père utilisait beaucoup de maximes ou de pseudo-maximes. Il me disait, d'un bourricot, on ne peut pas faire un cheval. Ça aussi, c'est quelque chose qui me heurtait. C'est-à-dire, ben oui, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours allé à l'encontre de ce à quoi j'aspirais dans ma vie. Voilà, j'essaie de devenir un cheval. Non, je plaisante. Mais peut-être que le bourricot, c'était lui, peut-être qu'il parlait de lui, on ne sait pas. Tout à fait. Ah, mais c'est évident qu'il parlait de lui, mais c'est le modèle qu'il me proposait. Ça fait partie des injonctions parentales et surtout patriarcales, qui pèsent bien plus lourd que les injonctions de la mère. Enfin, pour un homme, évidemment. D'ailleurs, ma mère n'avait pas beaucoup d'injonctions à proposer, étant donné qu'on ne lui laissait pas tellement de place. Mais c'est ça qui programme aussi un être humain. Mais déjà, même tout petit, c'est des choses qui me chatouillaient l'oreille, quoi. Ça me dérangeait, ça, voilà, parce que je pense qu'effectivement, on peut devenir beaucoup plus grand qu'on ne l'a été. Et je pense même que c'est le but de toute vie, c'est le chemin de l'évolution. Quand on plante une graine dans le sol, elle ne pousse pas vers le bas, elle pousse toujours vers le haut. Est-ce que c'est cette phrase que vous a dite votre future épouse, puisque vous avez eu deux mariages, je pense que c'est Marie, quelques semaines après votre rencontre donc avec Marie, elle vous dit: comment sais-tu que ta mère t'aime? Est-ce que c'est cette phrase qui a fait basculer, qui vous a fait basculer? Je, oui, je pense que oui. Je me rappelle exactement quand elle m'a dit cette phrase. Alors, je corrige juste une petite chose. Enfin, je ne me suis pas marié la première fois, hein. J'avais une compagne, j'ai Oui. épousé Marie-là. Je me rappelle exactement de l'endroit, des circonstances, du véhicule dans lequel nous étions assis quand elle a sorti cette bombe, parce que ça a vraiment été une bombe. C'est quelque chose que je n'avais jamais remis en cause. C'est-à-dire que malgré tous les traumatismes qui n'étaient pas de la faute ou de la responsabilité, enfin de la responsabilité de ma mère, si, mais ce n'était pas de sa faute, malgré tous les traumatismes que j'ai vécus en relation avec elle,
je ne m'étais jamais posé cette question. C'est-à-dire que pour moi, par défaut, une maman s'aime tout le temps, quoi. Voilà. Et donc, tout ce qu'elle pouvait faire, tout ce qu'elle pouvait avoir fait, ne pouvait pas remettre en cause son amour. Donc, effectivement, quand on entend d'une personne qui est en train de prendre autant d'importance dans sa vie une question aussi percutante, effectivement, ça a été le premier pas, quoi. Ça a été ce qui a commencé à déstabiliser l'édifice, très violemment d'ailleurs, parce que l'édifice sur lequel se construit un être humain, pour le déstabiliser, malheureusement, il faut des chocs très violents. C'est aussi leur rôle, je pense. C'est en ça que je reviens au cadeau que peut-être une expérience aussi douloureuse soit-elle, si on va chercher le pourquoi elle nous arrive et si on prend la responsabilité de savoir comment on l'a amenée ou comment on a aidé à ce qu'elle se manifeste dans notre vie. Surtout qu'un des comportements que vous aviez aussi, c'est d'avoir raison, d'avoir toujours le dernier mot dans ces cas-là. Je veux dire, si on veut toujours avoir raison, c'est difficile de se remettre en cause. C'est Tout un à fait. comportement aussi, ça. C'est le piège. Ah oui, mais c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, dans le fait qu'il n'y a pas d'ordre dans le livre, c'est quand on lit l'ensemble du livre qu'on arrive à faire le lien entre tous les points que j'aborde, parce qu'en fait, tout est lié. Je devais avoir raison, parce que c'était aussi une question de survie, quoi. Mais en même temps, en ayant cette démarche-là, je m'interdisais fondamentalement d'avoir un quelconque échange ou de prendre en considération l'autre, donc je m'isolais encore plus, donc je m'acculais encore plus au sentiment et à la peur de mourir. Et donc, c'est un cercle vicieux dans lequel il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est brandir l'épée sans arrêt, sans cesse, et jusqu'à ne plus en pouvoir et tomber les deux genoux à terre. Troisième et dernière partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, IDFM 98.fr, sur toute la planète Terre et bien au-delà. Nous sommes toujours avec Nicolas André pour un bonheur mérité, un bonheur qu'on attend tous et qu'on est en droit d'avoir. On va continuer avec la fidélité familiale, qui est une source difficile à arracher, et vous parlez des origines dans l'histoire de vos parents, vous parlez du déracinement, vous parlez du prénom qu'on vous avait donné, du curé du village. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Parce que je pense que ça, c'est aussi une des clés du livre, c'est qu'on vous a donné le prénom d'un mort. Oui, d'un mort et pas dans n'importe quelle circonstance. Je veux dire que ce qui s'est très rapidement passé quand j'ai décidé de changer de vie, c'est que j'ai très rapidement décidé de changer de prénom. En fait, les circonstances m'ont amené à décider de ne plus garder mon prénom d'état civil. Enfin bon, il existe toujours parce que c'est un prénom d'état civil, mais Nicolas est un prénom que j'ai choisi. C'est un prénom que je n'ai jamais aimé. Je n'aimais pas qu'on m'appelle comme ça. Il y avait des GG, il y avait plein de choses ça ne m'allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, quand j'ai commencé à creuser dans l'histoire de la famille, je suis à 40 ans, effectivement, quand la fameuse question est arrivée et que j'ai commencé à creuser le sujet, j'ai appris pourquoi on m'avait donné ce prénom de Gérard, effectivement, c'était juste de l'inconscience. C'était juste, mes parents m'ont juste voulu qu'honorer une personne pour qui ils avaient beaucoup d'estime, qui était le curé du village. Mais malheureusement, il venait d'être capturé 3 jours ou quelques jours avant ma naissance par les Félagas, torturé, éviscéré, enfin, quelque chose d'assez atroce. Et donc, c'est là que je reviens sur il y a un chapitre sur l'inconscient parental, les conséquences de l'inconscient parental, parce qu'effectivement, certes, ils ont pensé à rendre hommage à cette personne, mais le problème, sans s'en rendre compte, c'est qu'à chaque fois qu'ils allaient m'appeler par ce prénom, ils allaient me lier à cette énergie d'une personne qui a vécu des choses absolument atroces et d'une façon générale à leur histoire qui est quand même passée par des choses très atroces. Moi, je n'avais que 2 ans, donc je ne peux pas dire que j'en ai le souvenir, évidemment, mais par contre, sur le plan émotionnel, j'en ai les contre-coups encore aujourd'hui dans ma vie. J'ai écrit un chapitre là-dessus, sur la force, les conséquences de l'inconscient parental, parce que je considère que s'il y a une responsabilité que le parent a, c'est de ne pas remplir le sac à dos de son enfant avec des cailloux, des pierres dont il n'a pas voulu aborder les problématiques ou les sujets ou dont il n'a pas voulu se libérer de leur poids. Parce que si le travail n'est pas fait, il est clair que n'importe comment, il va transmettre ça à son enfant. Alors, il ne va pas le transmettre comme ça, ce n'est pas exactement la même chose, mais il est évident que l'enfant, ne serait-ce que par fidélité, d'ailleurs on revient sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ne serait-ce que par fidélité parentale, évidemment,
ce que notre Dieu nous dit, notre Père, ou nos dieux, c'est nos parents. Je veux dire, comment remettre en cause ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous transmettent. Évidemment que par défaut, on va passer une grande partie de notre vie à rester aveuglément fidèle à ce qu'ils nous ont transmis. Et le but d'un être humain qui veut grandir, qui veut devenir un adulte, c'est de ne pas rester aveugle. Parce qu'effectivement, dans ce qu'ils nous ont transmis, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, qui leur appartiennent à eux. C'est tout le travail de conscience, c'est tout l'intérêt d'un travail personnel, c'est de revenir à ses propres valeurs, à ses propres choix, pour avoir d'autant plus de chances d'arriver à son propre bonheur. Oui, il y a aussi l'histoire de l'oncle jumeau de votre père qui est à l'abri en France pendant que votre père est à l'arrière-garde à protéger les biens familiaux en péril. Et ça, vous allez reproduire cette histoire avec votre propre frère. Il faudra lire le livre. Et c'est votre père qui se sert de ses fils, donc de vous et de votre frère, pour apaiser ses souffrances d'enfant. C'est quand même Oui, extraordinaire de se retrouver à l'arrière-garde dans les combats pendant que le frère est planqué à l'abri. Donc c'est oui, mais je pense qu'il y a, on va dire que c'est la vie est le tout, on peut tout dire et tout peut arriver, quoi, genre du pire au meilleur. Et donc, bon, je pense qu'il y a forcément pire que ce que mon père a vécu, mais de toute façon, il l'a vécu, c'est-à-dire qu'il a senti le profond sentiment d'injustice, de ne pas être traité comme son frère et pas n'importe quel frère, un frère jumeau. Donc, ce sentiment d'injustice, il l'a profondément vécu. Et je pense il y avait une très très grande souffrance en lui et sans travail de conscience, puisqu'à cette époque-là, son énergie, on la mettait à la survie matérielle, on ne la mettait pas vraiment dans le développement personnel ou dans la conscience de ce qui nous... Voilà. Il a reproduit ça avec ses enfants, il s'est servi de nous, effectivement, mais je ne lui en veux absolument pas, mais il s'est servi de nous pour essayer d'apaiser ses souffrances. Et comment vous êtes avec votre frère maintenant? Ça s'est calmé? Alors écoutez, on est en plein dans l'actualité, on va dire. On est dans l'actualité, puisque de toute façon, on va dire c'est le dernier membre de ma famille vivant. Mon frère a beaucoup souffert dans son enfance, puisque moi, j'ai eu un cadeau empoisonné, c'est d'avoir été mis sur un piédestal tellement conditionnel qu'en fait, ça a plus entretenu le doute de moi-même que ça m'a rendu service. Mais ça a aussi, par ailleurs, forcément tenté mon frère de prendre cette place fabuleuse et miroitante en haut du piédestal. Bon, j'essaie d'avoir une démarche de conscience dans ma vie pour essayer de comprendre mon histoire, les mécanismes de mes comportements. On va dire que mon frère n'a pas forcément eu la même démarche, donc les souffrances qu'il a pu vivre d'avoir été traité, maltraité par mes parents, très maltraité par mes parents, il n'en a pas fait le tour, donc c'est très difficile d'avoir un échange, une communication ouverte dans la mesure où il y a ce décalage de conscience de nos souffrances respectives. Lui a eu la souffrance d'avoir été maltraité, réellement maltraité par mes parents. Moi, j'ai eu une autre souffrance qui est plus tordue, on va dire, puisque en fait, en apparence, j'étais sur un piédestal, mais en fait, en réalité, on t'aime si tu es comme ça, et ce que tu fais, ça ne suffit pas, donc c'est encore pire, on va dire, puisque j'avais une grosse carotte sous le nez, mais en fait, je n'avais aucune chance de l'atteindre. Vous dites à un moment, je veux rester un enfant, et c'est contradictoire avec j'ai peur de vieillir. Quoique non, c'est la même chose. Mais quelque part, on a tous envie de rester un enfant. Quand nos parents meurent, ben, on n'est plus enfant, quoi. C'est ça qui est le pire. On perd son enfance, enfin, on perd ses parents. Oui, on pourrait considérer que quand on perd ses parents, on n'est plus un enfant. Alors, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, puisque rester un enfant, je pense que c'est une attitude face à la vie. C'est-à-dire que pour moi, la particularité d'être un enfant, c'est d'être dans une bulle de sécuriser, en théorie, je parle d'une famille raisonnablement fonctionnelle et pas dysfonctionnelle, d'être dans une bulle sécurisée où on n'a pas à se préoccuper de grand-chose, dans une bulle où on est aimé, dans une bulle où voilà, on n'est pas confronté aux expériences que la vie va nous amener justement pour commencer à devenir adulte et apprendre à devenir adulte. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas parce que notre parent meurt qu'on devient automatiquement un adulte. Pour devenir un adulte, il me semble que ce qu'il faut, c'est prendre la responsabilité totale de tout ce qu'on génère dans sa vie, en pensée, en parole, en action, et de ne pas jouer les victimes et de s'autonomiser. S'autonomiser, c'est effectivement, par exemple, enfin pas par exemple, mais ça me paraît assez essentiel, c'est si on ne reçoit plus l'amour de ses parents, il faut bien le remplacer par quelque chose. Et pour moi, le seul amour, l'amour essentiel dont on a
Donc il faut rester en quête, c'est l'amour de soi-même. C'est-à-dire, alors on peut appeler ça autrement, on peut appeler ça l'estime de soi, on peut appeler ça. Mais c'est quand même ce qui nous rend autonomes, c'est le fait de ne plus avoir besoin de l'amour de l'autre. C'est ça qui nous rend fondamentalement autonomes. Dans la mesure, je ne prétends pas être arrivé à m'aimer suffisamment pour être totalement autonome, mais ce n'est pas grave, c'est le chemin que j'ai choisi de prendre. Et ce chemin, chaque pas que je fais dessus me rend plus autonome. Et plus il me rend autonome, et plus je me sens adulte. Est-ce que vous êtes intégré parce que vous disiez que je ne m'intègre pas, vous vous sentez un citoyen du monde avant d'être français et vous avez reproduit l'histoire familiale, encore une fois, en partant d'abord, vous vouliez partir en Costa Rica, puis vous êtes parti en Espagne, vous êtes déraciné en Espagne à Valencia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, vous aviez une réussite. C'est votre femme qui s'est rendue compte que ça ne se passerait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes revenu en France? Qu'est-ce qui n'allait pas? Alors, je vais aller au fond des choses. Ce qui a fait que je pense que Valencia, la dernière expérience traumatisante que j'ai vécue dans ma vie, c'est pas vieux, ça date d'il y a 4 ans, 4 ans. Je pense réellement que c'est quelque chose que j'ai appelé à moi pour arriver à passer un cap que je n'arrivais pas à passer. Malgré le travail que j'ai fait depuis 20 ans, cette dimension de guerrier, de je peux tout faire n'importe où, c'est entre guillemets ce que j'appelle moi cette malbouffe, cette mauvaise nourriture de l'ego. On va dire que je n'étais pas vraiment arrivé à m'en débarrasser. Donc la vie s'est servie de mon plus grand traumatisme, c'est-à-dire le traumatisme du déracinement, qui a fait que toute ma vie, je ne me suis jamais enraciné, je n'ai jamais été propriétaire, j'ai toujours été locataire, je ne me suis jamais senti bien en France, je me suis tout le temps senti pas vraiment à ma place, enfin, je n'avais pas l'impression de trouver ma place. La vie s'est servie de ce plus grand traumatisme parce qu'au moment où j'ai décidé de partir à Valence, là, effectivement, j'ai cru que ma vie était en train de basculer complètement, que j'allais accéder à ce paradis qui était en fait une utopie totale. C'était la reproduction d'un scénario familial, c'était le paradis, c'était la Méditerranée, la mer, le soleil, c'était là où je suis né, là où j'ai été heureux, infiniment heureux parce que j'étais seul avec mes parents. Donc, je suis parti là-bas, j'ai levé toutes mes protections et je suis parti pour m'enraciner là-bas. Et la vie s'est servie donc de mon plus grand traumatisme pour me donner un retour de manivelle absolument phénoménal et me faire mettre genou à terre enfin pour la première fois de ma vie. Ce projet, il est parti en boulet de canon c'est même pas des voyants verts, quoi. Il est parti à 300 km/h dans les médias partout. On a démarré vraiment très très fort dans ce projet, sans rentrer dans les détails. Et tout d'un coup, il s'est arrêté. Tout s'est arrêté brutalement, sans rentrer dans les détails. Et là, le choc a été d'une violence, mais absolument colossale. Et je me suis entendu dire, quand je me suis entendu dire, en quittant Valence, ici, c'était mon paradis, je l'ai pris en pleine figure. C'était les mots de mes parents quand ils parlaient de l'Algérie. Et j'ai reproduit, en fait, en version courte à l'échelle de ma vie, le scénario de l'exil familial. Et ça m'a complètement sidéré de voir qu'après 20 ans de travail personnel, je n'avais même pas vu le piège. Et je suis parti, effectivement. Mais en même temps, c'est un piège, mais c'est un cadeau, puisque si je n'avais pas vécu cette expérience hautement traumatisante, je n'aurais pas écrit ce livre. Mais ça aurait pu être aussi votre paradis. Ça aurait pu être autre chose. Vous ne croyez pas au miracle, vous croyez Ça aurait pas. pu. Ah non, non, mais ça aurait pu, bien sûr, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait été autre chose. Mais dans tous les cas de figure, c'est malgré la difficulté de la situation matérielle que j'ai vécue au retour et que je vis encore aujourd'hui, je ne regrette absolument pas ce que j'ai vécu. Je considère que c'est un cadeau que la vie m'a fait. Je ne suis pas une victime de la vie. C'est moi qui ai généré ça. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure au départ de l'entretien. Je prends la totale responsabilité d'avoir créé cette expérience dans ma vie et je vois tout ce qu'elle m'a apporté aujourd'hui. Ce livre, je reviens encore sur le fait que jamais je n'aurais fait cette chose qui m'a tellement nourri d'écrire ce livre. L'ultime épreuve, c'est le deuil. Ils sont partis, vos parents, là. Oui, oui, mes parents sont partis. C'est pas ce qui m'a fait écrire ce chapitre, c'est pas le départ de mes parents. Je considère que l'homme porte en lui une seule grande peur, c'est la peur de la mort. Enfin, vraiment, la peur des peurs, c'est la peur de la mort. On est certainement, peut-être, enfin, je pense, la seule espèce à être dotée d'une conscience qui nous donne donc accès au sentiment d'exister. La contrepartie de ce sentiment d'exister, c'est qu'effectivement, on est aussi conscient du fait qu'un jour, ça va prendre fin. Je pense qu'aucun animal ne se pose la question de savoir ce qui va se passer après sa mort.
Nous, par contre, on se la pose. En fait, on ne se la pose pas du tout parce que cette peur, elle est tellement terrifiante qu'on l'enfouit au plus profond de nous. Et ce qui en dépasse, c'est comme un iceberg, et ce qui en dépasse, eh ben, on va essayer de le recouvrir avec ce que l'ego, donc le sentiment d'exister, ce avec quoi on va le nourrir. Donc, on va avoir des biens matériels, on va partir sur plein de pistes différentes pour essayer de masquer cette peur de la mort. Donc, à chaque fois qu'on est confronté à la mort, pour moi, c'est marquant. Je veux dire, j'ai eu des amis, d'ailleurs, ça a été d'autant plus marquant depuis que je suis rentré d'Espagne, d'ailleurs. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des gens proches, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on est confronté à la mort, on peut plus jouer, quoi. On peut plus faire mumuse. L'ego ne peut plus. On atteint, on touche ou on effleure quelque chose qui nous met en connexion avec notre place dans l'univers. On est vraiment sur du pur, du brut. Parce qu'effectivement, je pense que c'est le moteur de l'humanité, c'est d'essayer d'étouffer, enfin, ce qui fait s'agiter l'homme sur Terre, pour moi, toute cette agitation, c'est pour essayer d'étouffer cette peur de la mort en essayant de s'apporter un sentiment d'exister. Mais le problème, c'est que pour l'instant, beaucoup de gens tentent de le faire avec des choses qui ne les nourrissent pas et qui créent beaucoup de violence et beaucoup de souffrance. Et je pense que le but d'une quête de conscience, c'est effectivement d'essayer d'alimenter son sentiment d'exister, son ego, avec des choses qui nous tirent vers le haut et qui tirent l'ensemble de l'humanité vers le haut. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Nicolas André? Alors, pour me retrouver, enfin, pour retrouver le livre, en tout cas, la meilleure façon, la façon la plus simple d'accéder à ce livre, c'est de passer par Amazon, tout simplement, en tapant Un bonheur mérité dans la catégorie livre. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site internet. Il y a un site internet qui s'appelle unbonheurmérité.com. Ce qui m'a lancé dans l'écriture, puisqu'il y a un blog dans lequel j'ai beaucoup écrit. Et il y a aussi une rubrique actualité où j'essaie de faire remonter, de mettre en avant des actualités qui sont sur le thème du livre. Donc, le site de la maison d'édition Un bonheur mérité ne parle pas que du livre, il parle aussi de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ressources, que j'appelle moi des ressources, pour essayer d'alimenter la réflexion des personnes qui cherchent quelque chose. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai écrit, hein, parce que bon, on a parlé tout à l'heure du fait que j'étais scorpion, ascendant scorpion. Moi, j'ai eu une vie extrêmement égocentrée et je sais que mon chemin est d'aller vers l'autre. Ce livre, pour moi, est un vecteur pour aller vers l'autre. Je souhaite vraiment de tout mon cœur pouvoir rencontrer des personnes, pouvoir leur faire part du fruit de mon expérience. Par contre, vous ne ferez pas un boys club? Non, pas vraiment. C'est bien, mais je vois que vous êtes allé au bout du truc. Oui, effectivement, dans les ressources, à la fin du bouquin, je parle du Boys Club parce qu'effectivement, je dis attention au papa de ne pas créer le premier et le pire des Boys Clubs, c'est-à-dire de créer un petit club avec son garçon sur le seul prétexte qu'il a le même sexe qui pend entre ses jambes et de mettre de côté le féminin qui est totalement indispensable à l'évolution d'un être humain en mettant de côté la mère, enfin, consciemment, mais en général, c'est pas conscient, c'est ça le problème, c'est que c'est inconscient. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans votre famille. La mère était quand même mise au rebut. Tout à fait, tout à Peut-être que fait. les femmes aussi, il faut qu'elles se réveillent et qu'elles se laissent pas faire. Bon, Bah, je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Allez-y. je vous remercie, Nicolas André. Merci C'est beaucoup. moi qui vous remercie, Joël Vérin. Merci beaucoup de ce moment avec vous. Le livre s'appelle Un bonheur mérité, 39 attitudes toxiques à reconsidérer. Vous vous appelez Nicolas sans S, André comme le prénom. Merci beaucoup. Merci beaucoup.